Édouard Philippe, vous avez entendu les propos du président de la République à l'île de Sein. Ça vous a dérangé, choqué, surpris, ces propos en marge d'une commémoration? Non, mais pardon, moi je suis pas là pour commenter les propos du président de la République. Il a le droit de dire ce qu'il dit quand même. C'est-à-dire que la gauche immigrationniste, par exemple, pour vous, vous partagez ce propos? Je ne sais pas si je partage le propos, mais je sais que dans le projet affiché par l'ANUPS, ou le Nouveau Front Populaire, c'est-à-dire l'ANUPS plus le NPA, il y a en effet une position qui est extrêmement ouverte sur l'immigration, qui considère que on peut ouvrir les vannes de l'immigration. Je crois que c'est assumé. Bon, voilà, il a quand même le droit de dire ce que une grande formation politique, candidate à l'élection législative, propose. Il reste 6 jours pour faire campagne, avant le premier tour des législatives. Pour vous, quel doit être le rôle d'Emmanuel Macron? Pardon de vous dire ça peut-être de façon un peu rude, mais j'en prie. Je ne crois pas que l'élection législative qui soit devant nous, celle du 30 juin et du 7 juillet prochain, soit une élection à propos d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est le président de la République. Il a été élu il y a 2 ans pour un mandat de 5 ans. Quel que soit le résultat de l'élection législative, il restera président de la République. Et la Constitution dit quels sont ses pouvoirs, ses responsabilités, ses attributions. Il ne s'agit pas de commenter ça, c'est un fait. Il s'agit de dire aux Françaises et aux Français, qui l'ont d'ailleurs parfaitement bien compris, quel choix s'offre à eux le 30 juin et le 7 juillet. Est-ce qu'ils souhaitent avoir une majorité qui relève de LFI et de ses alliés? Est-ce qu'ils préfèrent une majorité qui serait confiée au Rassemblement national et ses ralliés? Ou est-ce qu'ils font le choix d'un grand bloc central qui essaie de construire une majorité qui est différente de celle qui a prévalu jusqu'alors, à laquelle Emmanuel Macron a mis un terme, et qui pourra, par l'effet d'une coalition, offrir une base politique plus large, plus stable et plus solide. C'est votre proposition sur laquelle on va revenir. Vous étiez à Colombey-les-deux-Églises, au mémorial de Gaulle. Juin, oui. 18 juin, l'appel du général de Gaulle. Qui sont les gaullistes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont à dire aujourd'hui? On pose souvent la question de savoir qui sont les héritiers du général de Gaulle. La vérité, je pense, c'est que tout le monde se dit héritier aujourd'hui du général de Gaulle. Donc, Et c'est sans doute vrai dans une certaine mesure, parce que le général de Gaulle est une telle figure dans l'histoire de notre pays. Même au RN, il y en a qui se disent gaullistes. C'est une telle figure dans l'histoire de notre pays qu'il inspire et il offre un exemple. Donc je pense qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, tout le monde, à un égard ou à l'autre, peut se réclamer du gaullisme. J'ai beaucoup plus de mal, en revanche, avec ceux qui pensent qu'ils sont par nature les héritiers politiques du général de Gaulle. Voilà. Vous pensez à qui quand vous dites ça? Éclairez-moi. Tous ceux qui disent qu'ils sont les héritiers quasi naturels du général de Gaulle. Mais vous pensez à qui? Je constate que ce soit chez les Républicains, parfois Rassemblement National, c'est formidable quand même. Le Rassemblement National, c'est le Front National, c'est un parti qui s'est construit contre le gaullisme. Fondamentalement contre le gaullisme. Bon, maintenant, ils expliquent que finalement, ils seraient plus gaullistes que les autres. La vérité, c'est que le général de Gaulle, c'est une référence, un exemple, une inspiration. Quelqu'un qui nous dit qu'on doit être plus exigeant avec soi-même et plus ambitieux pour la France. Vous êtes gaulliste? Ça, c'est quelque chose que je retiens du gaullisme et que je chéris en permanence. Vous êtes gaulliste? Je suis fasciné par le général de Gaulle. Je suis impressionné par ce qu'il a fait pour le pays. Je suis inspiré, mais modeste et humble, quand je vois sa personne. Et voilà. Les habitants de Colombey ont voté au RN à 53% lors des élections européennes. C'était une terre de droite, traditionnellement. Vous disiez il y a quelques années, à propos du paysage politique qui était en train de se refaire, que la poutre travaillait. Elle n'a pas fini de travailler, la poutre? Non, je ne crois pas qu'on soit arrivé à un état où le champ politique serait complètement établi et ne bougerait plus. Bien sûr que non, elle continue à travailler. Est-ce qu'elle risque pas de s'écrouler, même, la poutre? Écoutez, on peut débattre de ces formules. C'est votre expression? Oui, d'accord, c'est mon expression, mais on peut débattre de ces formules. La vérité, c'est que le 30 juin, je trouve qu'on perd du temps, en vérité, en débattant de ces formules. Le 30 juin, les Françaises ont un choix. Les Françaises et les Français ont un choix. À quel rassemblement, à quelle alliance ils souhaitent donner le pouvoir? On va y venir, je vous promets. Mais c'est essentiel. Et on va parler aussi des sujets qui concernent les Français, les retraites par exemple. Oui, les retraites, on pourrait parler de l'école, on pourrait parler de la compétitivité française, on pourrait parler de l'énergie, on pourrait parler de la réforme de l'État. On devrait parler de ces sujets de fond. Et tant mieux, parce que je ne vous le cache pas, las du temps que nous perdons à commenter les propos ou les relations personnelles de l'un avec l'autre. C'est la campagne. C'est la campagne électorale, Ben non. c'est une campagne électorale. Choisissons de parler du fond. Alors,
En tant que Premier ministre d'Emmanuel Macron, vous avez été le premier à lancer une réforme des retraites et le dossier n'est pas clos parce que les retraites se retrouvent au cœur des élections législatives. La question des retraites, c'est vraiment un terrain miné. C'était il y a 3 ans, Édouard Philippe créait son parti et traçait un horizon lointain pour la retraite des Français. 65, 66, 67, je dis que les pays démocratiques européens attentifs à leur population ont tiré les conséquences que peut-être, sans doute, nous devrons tirer le moment venu. 67 ans, peut-être, sans doute, le doute est resté. Mais 64 ans, ce sera bien la réforme d'Elisabeth Borne adoptée au 49-3. Depuis la dissolution, le débat revient. D'abord, l'abrogation de la réforme des retraites. Nous entendons proposer une grande loi avant 2027 sur la retraite à 60 ans, mais qui, j'allais dire, s'appuiera sur le travail que nous ferons avec les partenaires sociaux. Mais vous aimeriez qu'il y ait un retour en arrière, qu'on revienne sur la réforme? Bon, peut-être pas 60, mais au moins 62, allez, je veux bien. Si on veut que le régime soit équilibré, il faut cotiser suffisamment longtemps. Pas de ligne claire au RN sur le sujet. Jordan Bardella restera-t-il sur 64 ans en attendant des jours meilleurs? Reste un effet d'annonce de retour à 60 ans pour les carrières longues. Moi, je ne vais pas vous faire de la langue de bois non plus sur ce que je pense. Je ne décalerai pas l'âge de départ à la retraite. Je veux d'abord avoir connaissance des marges budgétaires qui seront en ma possession. On nous promet plein de choses et au final, on nous dit ouais, ça pourra pas être possible maintenant, ça sera dans 2-3 ans. Et après, on recule l'échéance, etc. Donc bon. Édouard Philippe, il y a un an, la réforme des retraites à 64 ans était adoptée après un 49-3, après bien des débats, des manifestations aussi. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui que les Français profitent des législatives pour faire payer l'addition à Emmanuel Macron? Sur les retraites, Si vous voulez qu'on parle des retraites, on parle des retraites. On va en parler, mais juste, vous ne pensez pas que les Français ont envie de revanche là, sur les retraites? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de responsables politiques qui ont envie de dire sur les retraites ce qu'ils pensent que les Français veulent entendre. Je vois à gauche des gens qui expliquent que l'on peut raser gratis. Je vois à droite des gens qui expliquaient qu'on pouvait raser gratis et qui aujourd'hui le disent sans le dire. Le fond du sujet, c'est notre système de répartition auquel nous sommes tous très attachés, qui est un bon système, qui est un système juste, qui est un système solidaire, qui est un système qui a permis de sortir beaucoup de nos aînés, pendant longtemps, de la pauvreté. C'est un excellent système. Il a contre lui la démographie. Nous faisons aujourd'hui des générations de 700 000 enfants. 700 000. Et ceux qui touchent la retraite, parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, et c'est normal qu'ils touchent la retraite, c'est même nécessaire, ils sont de plus en plus nombreux, proportionnellement à la population, parce qu'ils vivent de plus en plus longtemps. Ça n'est pas français, ça se passe en Italie, ça se passe en Allemagne. Dans beaucoup de pays européens, vous le disiez, il y a quelques années. Dans tous les pays. Dans tous les pays, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est ce que je veux, je dis que dans tous les pays, confrontés au même problème qu'en France, tous les gouvernements, de droite ou de gauche, ont choisi, pour équilibrer leur système, de faire travailler leur population plus longtemps. Ça n'est pas populaire. En Italie, ça n'est pas la France, en Italie, l'âge de départ à la retraite a été fixé à 67 ans. Madame Meloni, qui s'est insurgée contre cette mesure quand elle était candidate, a conservé ses 67 ans une fois qu'elle est arrivée au pouvoir. Je dis donc aux Françaises et aux Français, qu'ils peuvent écouter celles et ceux qui leur proposent de raser gratis. Mais qu'à la fin, il vaut mieux leur tenir, je crois, un discours de vérité. Vous avez redit qu'il y a des pays européens, comme vous le disiez il y a quelques années, qui sont allés jusqu'à 67 ans. Ça veut dire, pour vous, que cette possibilité d'aller jusqu'à 67 ans, s'il le faut, il faudra la mettre sur la table. Ça veut dire que si nous conservons le système par répartition tel qu'il existe, nous serons inéluctablement portés à repousser l'âge de départ à la retraite. C'est à mon avis la raison pour laquelle... 65 ans, 66 ans, 67 ans. Je ne sais pas. Mais il faudra le repousser. Mais il faudra le repousser. Avant la fin du quinquennat. C'est à mon avis la raison pour laquelle nous devons réfléchir à un nouveau système de financement des retraites qui soit évidemment fondé sur l'idée de la justice, évidemment fondé sur l'idée de la redistribution, mais pas exclusivement fondé sur la répartition. Sinon, nous n'en sortirons pas. Et je sais que ce que je dis là, ça n'est pas populaire. C'est sûr que là, quand vous dites ça, c'est déjà une petite bombe. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la capitalisation? Elle existe déjà en partie. Oui, en partie, mais est-ce qu'il faut généraliser, enfin la faciliter? Eh bien moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ait un système de retraite qui permette d'éviter les retraités pauvres et qui permette de garantir véritablement à l'ensemble de ceux qui sont à la retraite aujourd'hui et de ceux qui cotisent aujourd'hui que leur retraite sera bien versée dans 10 ans, dans 20 ans et dans 30 ans. Et au-delà de tous les mots, c'est l'intérêt collectif, c'est l'intérêt général, et c'est pour ça que je m'engage en politique. Et si je vous entends bien,
Il y a eu une réforme des retraites là, qui a été faite. Il en faudra forcément une avant la fin du quinquennat. Je parle du calendrier. Je ne sais pas ce que feront, je ne sais pas ce que feraient s'ils étaient au pouvoir LFI ou le Rassemblement national. Et si c'était vous ou pas quelqu'un de la majorité. À partir du moment où ils arriveraient au pouvoir et où ils diraient on va raser gratis, je vous garantis que ceux qui prêtent de l'argent à la France ou nos partenaires institutionnels s'en inquiéteraient. Je ne crois pas une seconde à ces grands discours qui consistent avant l'élection à raser gratis. À la fin, c'est toujours les mêmes qui payent et ils payent cher. L'actuel Premier ministre, Gabriel Attal, lui se place, vous allez l'entendre, au cœur de ces élections législatives. C'est la première fois depuis plus de 25 ans que les Français vont choisir un Premier ministre. Évidemment qu'il y aura un avant et un après. Le 9 janvier, le président de la République m'a nommé. Le 30 juin, j'aimerais que les Français me choisissent. Édouard Philippe, est-ce que le 30 juin, les Français doivent choisir un Premier ministre ? En tout cas, moi, je comprends que Gabriel Attal, qui est le chef de la majorité présidentielle qui a existé puisqu'il est Premier ministre, se batte. C'est sain, il faut faire campagne. Il y a un bon argument pour la majorité sortante. Il a les arguments qu'il veut. Je trouve que c'est très sain qu'il se batte, qu'il fasse campagne pour les candidats de Renaissance, pour les candidats du MoDem, parfois aussi pour les candidats d'Horizon. C'est naturel qu'il se batte, c'est très sain. Dans une campagne électorale, il faut faire campagne. Mais est-ce qu'il faut nommer un Premier ministre? Est-ce que les Français votent pour un Premier ministre? Mais c'est un argument. En fait, qu'est-ce qui va se passer le 30 juin? On verra les résultats du premier tour. Puis le 7 juillet, on verra les résultats du deuxième tour. Je ne sais pas qui aura la majorité. Je ne sais pas. Mon objectif, c'est pas de faire des prévisions. Mon objectif, c'est de me battre pour construire une nouvelle majorité. Moi, je ne veux pas reconstruire la majorité présidentielle telle qu'elle existe, pour une raison assez simple, assez clinique, dans laquelle je ne mets aucun affect d'ailleurs. C'est que le président de la République a lui-même décidé, souverainement, d'y mettre un terme. Bon. Et donc, il n'y a plus de majorité présidentielle telle qu'elle existait de 2022 à 2024. Il faut donc construire quelque chose de différent. Et à mon avis, ce quelque chose de différent, ça ne peut pas être la reproduction. Il faut donc essayer d'avoir une base politique plus large. Alors, on va aller dans le détail. Vous imaginez un grand arc républicain, je ne sais pas si c'est vos mots, c'est moi qui le dis, mais enfin un grand arc républicain qui réunirait les républicains, les macronistes, enfin la majorité présidentielle actuelle, jusqu'à des socialistes. Une fois que vous jusqu'à des sociodémocrates. D'accord, alors vous mettez qui derrière? Qui sont ces gens? Mais ceux qui voudront venir. Mais qui? De la droite conservatrice à la gauche social-démocrate. Il y a des responsables politiques. Xavier Bertrand, tout à l'heure, expliquait qu'il y avait des milliers d'élus locaux. Mais quand je me promène, quand je fais campagne, y compris dans cette campagne-là, je vois des élus locaux LR qui me disent, bien entendu, écoutez, monsieur Letellier, c'est en fait assez simple, aucune formation politique du bloc central, de la droite conservatrice à la gauche social-démocrate, ne peut à elle seule prétendre avoir la majorité. C'est un fait politique. Personne n'en disconvient. Bon, à partir de là, pourquoi ne pas se dire, comme c'est fait souvent dans les majorités locales, pourquoi ne pas se dire, discutons ensemble de ce que nous trouvons tous ensemble prioritaire pour le pays. Et essayons de le mettre en œuvre dans l'intérêt général. Et là, il faut trouver 250 députés. Oui, c'est pour ça que je me bats, que je fais Ça campagne. va pas être facile quand même. Mais vous pensez que c'est facile, les élections? Non, jamais. Personne ne pense que les élections qui viennent sont prenez faciles. des socialistes. Les socialistes, ils sont dans le Nouveau Front Populaire en ce moment. Et vous dites, ils sont alliés avec l'extrême gauche et l'extrême gauche. Vous pensez les ramener dans 15 jours? Et je le regrette beaucoup, parce que j'aimerais qu'à gauche, celles et ceux qui ne se retrouvent pas dans la domination idéologique et politique de LFI, et il y en a, je ne suis pas d'accord avec eux sur tous les sujets, mais je sais qu'il y a, dans les électeurs de Raphaël Glucksmann, un très grand nombre qui considèrent que le choix de se placer sous l'ombrelle de la LFI est un choix mortifère. Je crois qu'ils ont raison. Bon. Et vous pensez les convaincre au lendemain des élections, ces gens-là, de rejoindre un grand arc républicain? En tout cas, je tends la main avant le premier tour pour pouvoir construire ce grand rassemblement après le second tour. Et je préfère le dire avant l'élection, en l'assumant, plutôt qu'après l'élection, dire « Ah, finalement, on va faire quelque chose qui on va faire des arrangements avec ce que disait avant le premier tour ». Je pense qu'il vaut mieux être clair, mais voilà, j'essaie d'être clair. Ce serait la nouvelle majorité, donc? Une nouvelle majorité parlementaire. Je pense qu'énormément de Françaises et de Français ne se satisfont pas d'un débat politique qui n'offrirait un choix qu'entre LFI et le Rassemblement national. Et vous pensez que ça peut bloquer le Rassemblement national, ça, ce grand arc? J'espère bien que ça crée une alternative. Et c'est ce que j'entends quand je fais campagne. Je vois beaucoup de Françaises et de Français, pas forcément d'ailleurs des gens qui étaient d'accord avec la majorité présidentielle, pas forcément des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron, qui n'ont pas envie de se retrouver dans le cas de figure d'un écrasement, si j'ose dire, dans une tenaille entre LFI et le Rassemblement national. À cela, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit, finalement, votez pour moi parce que j'aurai la majorité à moi tout seul? Ça n'arrivera pas. Est-ce qu'on ne peut pas leur dire, écoutez, il y a des sujets sur lesquels on peut se mettre d'accord, sur des bases qui sont claires, faisons-les, mettons-les en œuvre, et le pays s'en portera mieux.
On retrouve Nathalie Moré des Bras Presse pour sa carte blanche face à vous, Édouard Philippe, parce qu'on va parler évidemment de la suite de cette campagne. Nathalie, rebonjour. Bonjour Édouard Philippe. Bonjour. Vous avez dit cette semaine que Emmanuel Macron avait tué la majorité présidentielle. Et vous l'avez redit là. Est-ce que vous vous êtes senti trahi? Non, je n'y mets en vérité aucun affect. C'est un constat. J'aimerais qu'on comprenne qu'un constat, ça n'est pas quelque chose dont on dit que c'est bien ou que c'est pas bien. C'est un constat. Il a dissous l'Assemblée nationale. En prononçant cette dissolution, il a effectivement, enfin j'y peux rien, mis un terme à la majorité présidentielle. Très bien, voilà, c'est tout, c'est un constat, c'est clinique. Vous avez dit, c'est une décision qui relève de lui. Vous avez dit à plusieurs reprises depuis le début de cette émission que vous appeliez à une nouvelle majorité. Parlementaire. Est-ce que ça veut dire que c'est déjà l'après-Macron qui se construit? Une nouvelle majorité, c'est l'après-Macron ou pas? Mais je suis effaré par... je suis effaré par la place que prennent les commentaires sur le président de la République dans cette campagne législative. Mais c'est lui qui a décidé, c'est forcément, il incarne. Il a cette décidé décision. qu'il y avait une campagne législative, Donc, mais il n'est pas candidat aux législatives et la question des élections législatives n'est pas Emmanuel Macron. je vais reformuler ma question. Moi, je l'ai très bien comprise. Hein. François Hollande. Vous voulez pas y répondre? Elle était parfaitement claire, Ah, mais je ne suis pas là pour... des arguments. François Hollande et Arnaud Robinet de votre camp ce matin dit que c'est la fin du macronisme. Est-ce que vous le pensez vraiment? Est-ce qu'on est à un moment de bascule? Alors, on est à un moment où il y a une question de savoir comment est-ce qu'on reconstruit une majorité. Moi, je pense que ça ne sera pas celle qui a été désignée en 2022. Et je pense qu'il faut une majorité plus large, avec des forces politiques qui n'avaient pas choisi de rejoindre la majorité présidentielle, mais qui peuvent s'entendre en discutant, en créant une grande coalition. Vous savez, les grandes coalitions, c'est pas un gros mot, une grande coalition. Il y a beaucoup de régimes parlementaires, et la Ve République est un régime parlementaire. Il y a beaucoup de régimes parlementaires dans lesquels on crée des grandes coalitions, en discutant clairement, en signant ensuite un pacte devant les électeurs, et en essayant de mettre en œuvre les éléments qui sont dans l'intérêt général les plus importants pour le pays. Ça n'est pas un gros mot. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose qui n'aurait jamais existé. Je suis en train de dire que c'est le seul moyen d'éviter ce piège mortifère entre LFI d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Alors vous faites campagne, vous l'avez dit, on le voit derrière vous, pour Ensemble pour la République, ça c'est la majorité, mais vos candidats, ils sont étiquetés Horizon. Pourquoi ce choix? D'abord, je fais campagne pour les candidats Horizon, c'est-à-dire pour des candidats qui m'ont rejoint et qui me font confiance. C'est la moindre des choses. Je fais aussi campagne pour des députés qui sont issus de Renaissance ou issus du Modem. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé avec eux pendant 7 ans et qu'ils ont été de bons députés et que je souhaite qu'ils puissent venir constituer demain cette nouvelle majorité parlementaire. Et j'ai aussi fait campagne pour des candidats qui ne sont membres ni d'Horizon, ni de Renaissance, ni du Modem, qui n'étaient pas membres de la majorité présidentielle, mais dont je considère qu'ils peuvent venir demain être des membres de cette nouvelle majorité parlementaire. Je l'ai fait à Asnières, je l'ai fait et je le ferai dans d'autres circonscriptions. J'ai bien compris que vous ne vouliez pas qu'on prononce de nom. C'est assez agaçant dans une campagne législative de ne pas prononcer de nom. Sinon, vous appellerez mais je le fais. Encore une fois, le sujet, c'est pas de refaire ce qui a été fait, c'est de faire plus large, pour que ce soit plus stable, pour que ce soit plus solide et pour que ça représente mieux les Français. Vous refusez de parler du deuxième tour, vous l'avez encore dit, je comprends pourquoi, mais les Français sont perdus, vous avez dû le constater sur le terrain. Est-ce que vous, en tant que haute autorité politique, c'est pas à vous justement de donner des repères et d'expliquer ce qui va se passer entre l'entre-deux tours? Mais c'est ce que je fais, j'essaie de dire, je dis d'ailleurs aux Françaises et aux Français qui ne sont pas prisonniers du choix entre LFI et le Rassemblement national, qu'il y a dans l'arc républicain ou dans le bloc central, appelez-le comme vous voulez, suffisamment de candidates et de candidats de valeur qui sont susceptibles de construire une nouvelle majorité parlementaire. Mais c'est un message très clair. Donc pour ça, il faut qu'il y ait des républicains élus, des gens de l'actuelle majorité présidentielle. Il y en aura, et c'est très bien. Des gens de l'actuelle majorité présidentielle, et des socialistes qui sont avec le nouveau Front populaire. Il faut qu'il y ait tout ça. J'aurais aimé, mais après tout, je constate ce qui est. Je ne vais pas dire ce que j'aurais aimé. J'aurais aimé, c'est vrai, que à gauche, il y ait une offre non soumise à LFI. Ça, c'est vrai, j'aurais aimé. Mais bon, elle n'existe pas. Vous ferez avec. J'en tire les conséquences. Vous ferez avec ceux qui veulent vous rejoindre. Toute dernière question à ce propos, parce que s'il y a cette majorité, il y aura un Premier ministre. Ça veut dire que vous serez capable d'y retourner si cette majorité disait « Tiens, allez-y, on veut que ce soit vous le Premier ministre ». Je vois énormément de gens aujourd'hui dire qu'ils se sentent prêts à être Premier ministre. Personnellement, j'ai déjà donné. Vous n'avez pas l'intention d'y retourner. Et mon objectif n'est pas celui-là. En revanche, je suis convaincu que la France se portera moins bien si elle s'abandonne à LFI. Je suis convaincu que la France se portera moins bien si elle s'abandonne au Rassemblement national. Et ce que j'essaie de faire,
Et j'essaie de le faire avec humilité parce que c'est difficile. Mais je le fais avec une grande résolution parce que je crois que c'est nécessaire pour le pays, c'est de construire une offre alternative et de discuter directement, sincèrement, sérieusement, avec des forces politiques qui ont un intérêt et qui veulent servir le pays. Mais ce ne sera pas vous le futur Premier ministre. Vous n'êtes pas candidat à ça. Non, ça, vous avez compris que je n'étais pas candidat à ça. Merci Nathalie. La situation est toujours tendue en Nouvelle-Calédonie. Vous aviez été critique là aussi sur la façon dont la crise a été gérée. Le responsable de la cellule de coordination des actions de terrain, Christian Tin, accusé d'avoir organisé les barrages, et 6 autres militants ont été transférés dans la nuit vers les prisons de Mulhouse, Dijon, Rion, Clermont-Ferrand, à 17 000 km de leur famille. Ça fait beaucoup parler, évidemment, en Nouvelle-Calédonie. Il n'y avait pas d'autre solution. Je connais suffisamment la Nouvelle-Calédonie pour savoir que quand on s'exprime sur ce sujet, on parle avec humilité. Et ne comptez pas sur moi pour commenter une décision d'un juge dans ce contexte. Ce que je sais sur la Nouvelle-Calédonie, et je le sais d'expérience, je le sais parce que j'en ai longuement parlé avec l'ensemble des forces politiques de la Nouvelle-Calédonie lors de mon dernier déplacement, c'est qu'il n'y a pas d'autre voie en Nouvelle-Calédonie que celle d'un accord politique. Il n'y en a pas d'autre. Le rapport de force ne donnera jamais une solution satisfaisante. Il faut un accord politique. C'est plus difficile aujourd'hui que ça ne l'était hier, parce que le déchaînement de violence a crispé, et on le comprend très bien, a créé de la souffrance, du ressentiment, de la peur. C'est toujours beaucoup plus difficile de trouver un accord politique lorsque cette atmosphère-là, lorsque cette réalité-là s'impose. Mais il n'y a pas d'autre solution. Qui est liée à la réforme du corps électoral. Hein. Emmanuel Macron en a annoncé la suspension. Qui est liée à la sortie des accords de Matignon, à la nécessité de transformer le corps électoral, qui est liée à beaucoup de choses. Il n'y a pas d'autre solution qu'un accord politique. Il a suspendu le texte. Est-ce qu'il faut dire carrément, pour trouver un accord politique, qu'il faut le retirer définitivement? Je pense que compte tenu de la situation à la fois là-bas et de la situation politique aujourd'hui à Paris, et peut-être de celle qui pourrait résulter du vote du 30 juin et du 7 juillet, la question ne se pose plus dans les termes où elle se posait lorsque le président de la République a apporté cette réponse. Mais encore une fois, tout ça, c'est accessoire par rapport à cette réalité fondamentale, cette réalité difficile, que l'on ne s'en sortira pas si on n'a pas un accord politique, si on n'est pas capable, patiemment, sérieusement, de remettre autour de la table l'ensemble des forces politiques pour trouver un accord. Ça, c'est le prochain Premier ministre qui devra le faire, quel qu'il soit. Bien sûr. Parce que vous aviez pris en main, vous, ce dossier de la Nouvelle-Calédonie, ça a été reproché à Gabriel Attal qui n'aurait pas assez pris en main. Il faut que le prochain Premier ministre... Je ne reproche pas ça à Gabriel Attal. Pas vous, j'ai pas dit vous. Ça a été je ne reproche pas ça à Gabriel Attal. Je dis que la Nouvelle-Calédonie, c'est un dossier compliqué. C'est un dossier qui doit être géré à Matignon. C'est un dossier qui doit être géré à Matignon. Et on ne choisit pas ces dossiers à Matignon. Quand on veut être Premier ministre, on prend les dossiers, surtout les plus difficiles. Et celui-là, c'est un dossier difficile. Merci, Édouard Philippe, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.